Mon épouse m'a appelé au bureau et m'a dit, d'une voix calme comme on annonce une promo sur les yaourts, « Je viens d'hériter. Fais tes valises et sors de ma maison. » À cet instant précis, j'ai compris deux choses. D'abord que mon mariage de 27 ans venait de finir, ensuite qu'elle croyait encore que j'étais l'idiot utile de l'histoire. J'étais au 4e étage d'un immeuble gris à Lyon, dans un open space trop chauffé, avec un café tiède à la main et un tableau Excel ouvert devant moi. Dehors, il pleuvait sur les quais du Rhône. Ce petit crachin chic qui donne aux gens l'air dramatique sans leur demander leur avis. Je lui ai demandé de répéter. Pas parce que je n'avais pas compris, mais parce que j'aime laisser aux gens une seconde chance de se trouver intelligents. J'ai dit « Marc, tu prends tes affaires et tu t'en vas. L'héritage de tonton Alain est tombé. La maison va changer de vie. Moi aussi. » Aucune hésitation, aucun tremblement. Juste cette arrogance neuve des gens qui confondent soudain argent et immunité. J'ai regardé l'heure. 14h17. Puis j'ai répondu « D'accord, j'arrive. » Elle s'attendait à une scène. Elle a eu une phrase polie. C'est souvent plus vexant. Dans l'ascenseur, j'ai revu le visage d'Alain, son frère à elle. Un homme sec, précis, le genre à repasser ses chemises lui-même et à repérer un mensonge avant même qu'il soit formulé. 3 mois plus tôt, il m'avait invité dans un café près de la place Bellecour. Il n'avait pas touché à son millefeuille, ce qui, en France, équivaut pratiquement à un serment solennel. Il m'avait dit « Quand l'argent arrivera, ta femme bougera. Elle prépare quelque chose. Ne discute pas. Documente tout. » Sur le moment, j'avais cru à une vieille rancune familiale. Un de ces conflits bourgeois qui sentent le notaire et le rôti trop cuit. Maintenant, dans le métro ligne D, coincé entre un étudiant qui écoutait du rap sans écouteurs et une dame qui soupirait comme si toute la rame lui appartenait. Je me suis dit qu'Alain n'avait pas prévenu. Il m'avait remis le mode d'emploi. J'ai ouvert discrètement l'appareil photo de mon téléphone, avant même d'arriver. Quand j'ai poussé la porte de la maison à Sainte-Foy-les-Lyons, elle m'attendait dans la cuisine, droite, maquillée, presque festive, sur la table, à côté d'un bouquet que je n'avais pas acheté. Il y avait une chemise cartonnée beige, une valise cabine ouverte dans l'entrée, et cette mise en scène minable des gens qui veulent faire croire qu'ils improvisent depuis des mois. J'ai préparé des papiers, ce sera plus simple pour tout le monde. J'ai retiré mon manteau, je l'ai posé sur une chaise, puis j'ai regardé les feuilles. Ce n'était pas de vrais documents de divorce. Juste un assemblage ridicule de formulaires téléchargés, de clauses absurdes, et d'une déclaration où je reconnaissais quitter le domicile volontairement, renoncer à certains biens et accepter une séparation amiable et immédiate, du bricolage juridique avec l'assurance insolente des amateurs. J'ai presque souri. Tu t'es découvert une vocation de clerc de notaire, Sophie. Elle a levé les yeux au ciel. Ne fais pas ton malin. Signe et prends ce qui est à toi. Ce qui, manifestement, dans son esprit, signifiait 3 chemises, 2 livres et ma dignité emballée sous vide. J'ai signé. Oui, calmement. Parce qu'un mauvais théâtre mérite parfois un faux spectateur, puis j'ai pris mon sac de voyage déjà prêt. Trop prêt. Détail intéressant. Et pendant qu'elle passait un appel dans le salon, persuadé d'avoir gagné avant le générique, j'ai photographié chaque pièce, les documents, l'enveloppe sans en-tête, la valise préparée, la date sur l'écran du micro-ondes, même le bouquet, parce que en matière de trahison, les gens décorent souvent leur propre dossier. Je suis parti sans élever la voix. Le voisin d'en face m'a croisé sur le trottoir avec mon sac et m'a lancé un regard gêné. Celui des copropriétés qui sentent déjà le prochain ragot de syndic. J'ai pris une chambre dans un hôtel près de la gare Pardieu. Triste, propre, avec une moquette qui avait connu plusieurs présidents de la République. J'ai posé mes affaires, commandé un sandwich hors de prix. Puis, j'ai commencé à travailler. Pas à souffrir. Travailler. D'abord, nos comptes, les communs, les anciens, les secondaires. J'avais toujours laissé Sophie gérer une partie des virements courants. Parce qu'un mariage, normalement, ce n'est pas Koh-Lanta avec relevé bancaire à la lampe frontale. En 2 heures, j'ai trouvé les premiers transferts vers le compte de sa mère. Des montants étalés, réguliers, habillés en aide familiale, avance travaux, soutien temporaire. Sur plusieurs années, pas des oublis, une méthode. Quand j'ai additionné les sommes,
J'ai senti mon estomac se serrer. Pas à cause de l'argent, à cause du temps que ça représentait. Toutes ces années à financer, sans le savoir, une sortie de secours contre moi. J'ai continué. Et c'est là que j'ai vu le pire du jour. 3 semaines avant son appel triomphal, Sophie avait contacté ma mutuelle d'entreprise pour demander les démarches de radiation du conjoint. Moi, donc, alors qu'elle savait parfaitement que j'avais mes traitements de dos, mes rendez-vous déjà programmés et une intervention possible à l'automne, elle n'avait pas juste voulu me faire partir. Elle avait commencé à démonter ma vie par petits boulons. Avec application, j'ai pris des captures, téléchargé les relevés, transféré les mails, classé les dates. À 23h48, assis sur ce lit trop ferme, avec la clim qui ronronnait comme un reproche. J'avais déjà un dossier plus solide que son mariage entier. Puis mon téléphone a vibré. C'était Claire, notre fille aînée. Et à sa voix, j'ai compris que Sophie avait commencé la seconde phase. Salir le père avant même qu'il ait le temps de se défendre. Et là, j'ai su que la nuit ne faisait que commencer. Claire ne m'a même pas dit bonsoir. Elle a commencé par « Papa, maman raconte n'importe quoi. Elle dit que tu as signé parce que tu reconnaissais tes torts. Elle dit que tu préparais ton départ depuis des mois. Elle dit même que tu voulais nous laisser tomber. » J'ai fermé les yeux 2 secondes. Pas pour me calmer, pour éviter de rire. Il y a des mensonges si mal construits qu'ils ont l'élégance d'un meuble monté sans notice. Et toi, tu la crois? J'ai demandé. Un silence, puis son souffle plus lent. Non. Justement, c'est ça qui me fait peur. Elle parle trop vite, comme quand elle cache quelque chose. Claire avait 30 ans, analyste dans une boîte d'assurance à Villeurbanne. Le genre de fille qui repère une incohérence, comme d'autres, repère un bon Saint-Marcellin. Elle n'était pas dupe, mais elle était inquiète pour sa sœur, Lucie, 24 ans, plus tendre, plus impressionnable, encore capable d'excuser l'inexcusable quand s'était emballée dans des trémolos maternels. Ne te dispute pas avec elle ce soir. Écoute seulement. Garde les messages. Et surtout, ne signe rien. Ne promets rien. Ne répète rien. Claire a compris tout de suite. Elle a toujours eu ce talent discret de saisir la gravité, sans avoir besoin qu'on lui fasse une conférence TED. Après l'appel, j'ai contacté le seul homme que je connaissais, capable de rester poli en vous démontant la colonne vertébrale juridique, Maître Delorme, rue Servien. Divorce, droit patrimonial, succession compliquée, un homme qui portait des cravates bleu nuit et regardait les escrocs avec la tendresse clinique d'un radiologue. Il m'a reçu le lendemain à 8h30. J'avais dormi 3 heures, rasé de près, chemise propre, dossier numérique déjà classé, parce que se présenter en victime éplorée ne m'intéressait pas. Je venais en témoin principal de ma propre affaire. Il a parcouru les faux papiers, les photos, les relevés bancaires, les captures d'écran. Puis il a retiré ses lunettes. Votre épouse a un sens du panache qui ne survivra pas au code civil. J'ai laissé passer un sourire. Vous pouvez me sauver la matinée avec une phrase comme ça. Il a repris, plus sec. Les documents qu'elle vous a fait signer n'ont quasiment aucune portée. En revanche, sa tentative de vous faire quitter le domicile pour installer une situation de fille, ça, c'était calculé. Les virements vers sa mère sont plus intéressants encore, surtout s'ils concernent des fonds communs. Quant à la mutuelle, c'est très mauvais pour elle. Très mauvais. Il a prononcé ces 2 derniers mots comme on ferme un piège à souris. Nous avons préparé une riposte simple, pas brillante. Simple. Gel des initiatives. Contestation immédiate. Préservation du patrimoine. Demande d'accès complet au compte. Mise en demeure. Signalement sur les transferts suspects. Et surtout, surveillance de la succession d'Alain, car c'était là que se trouvait le vrai moteur de la pièce. L'après-midi même, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Votre épouse n'a pas tous les droits qu'elle croit avoir. Soyez présent au rendez-vous chez le notaire vendredi. Alain avait prévu des choses. Aucun nom, rien. Mais je n'ai pas eu besoin d'un détective. J'ai reconnu la tournure. Alain écrivait comme il parlait, avec cette manie de donner l'impression de dicter un testament depuis une salle d'attente. Vendredi, l'étude notariale se trouvait dans le 2e arrondissement. Parquet sombre, odeur de cire et de dossiers anciens. Sophie était déjà là. Tailleur crème, bouche serrée, sa mère à côté d'elle,
Drapée dans cette respectabilité venimeuse des belles-mères qui bénissent les catastrophes tant qu'elles profitent à leurs branches, quand elle m'a vu entrer avec Delorme, son visage a eu un léger flottement, à peine une seconde, mais une seconde suffit quand on espérait vous voir arriver seul et docile. Le notaire, maître Renaud, a ouvert la séance avec les précautions d'usage. Puis il est arrivé à la clause qu'Alain avait rédigée quelques mois avant sa mort. Et là, la température de la pièce a changé. L'héritage existait bien, conséquent, immobilier, placement, liquidité, mais pas libre. Pas du tout. Alain avait placé une partie des actifs dans une structure encadrée, avec des restrictions de cession, des conditions de gestion, et surtout une disposition particulière liée à la maison familiale et à certains investissements. Toute décision majeure nécessiterait l'avis conforme d'un tiers désigné pour garantir la bonne exécution de ses volontés. Ce tiers, c'était moi. Sophie a d'abord cru à une plaisanterie, puis elle a regardé le notaire comme s'il venait de lui servir un café froid. Pardon quoi? Renaud n'a même pas levé un sourcil. Monsieur Alain Vautrin a estimé que Monsieur Marc Vautrin présentait les garanties de prudence et de stabilité nécessaires. J'ai vu la mâchoire de ma femme se crisper au point de mettre son orthodontiste à la retraite. Sa mère a tenté. C'est absurde. Il ne fait même plus partie du foyer. Delorme a tourné la tête vers elle, avec cette courtoisie dangereuse des gens très bien élevés. Madame, ce point n'a aucune incidence sur la clause. Sophie a alors commis l'erreur des orgueilleux. Elle a parlé trop vite. De toute façon, la maison sera vendue, ça réglera la question. Le notaire a stoppé sa phrase d'un regard. Quelle maison, madame? Un silence, puis ce moment délicieux où quelqu'un comprend qu'il a parlé avant de penser. Delorme a noté quelque chose, sans commenter. Moi, j'ai simplement demandé « Tu as déjà lancé quelque chose sur notre maison, Sophie ?» Elle a haussé les épaules. Faux détachement. Vrai affolement. J'ai pris des renseignements. Rien de plus. Mensonge médiocre. Et comme tous les mensonges médiocres, il sentait déjà la fumée. En sortant de l'étude, Delorme m'a arrêté, sous le porche. Il pleuvait encore. Lyon adore accompagner les drames conjugaux avec une météo de roman social. Je veux vérifier immédiatement si un mandat a été signé avec une agence. Ou pire, un compromis amorcé. Votre épouse vient probablement de nous offrir un nouveau volet. Je croyais avoir déjà absorbé ma dose de poison pour la semaine. J'étais naïf. 1 heure plus tard, Claire m'a envoyé une capture d'écran trouvée presque par hasard sur le site d'une agence du secteur. La photo de notre salon. Mon salon. Avec mes livres encore sur l'étagère, le canapé que j'avais payé, et cette formule obscène, maison familiale lumineuse, idéale pour nouveau départ. J'ai regardé l'annonce comme on regarde la photo de son propre cambriolage. Puis mon téléphone a vibré encore. Cette fois, c'était Lucie, en pleurs, et derrière ses sanglots, j'entendais la voix de sa mère lui promettre qu'avec l'argent, elle pourrait enfin remettre un peu d'ordre dans la famille. À cet instant précis, j'ai compris que Sophie ne voulait pas seulement me remplacer. Elle voulait acheter le récit entier, et j'ai décidé que je lui laisserais beaucoup de choses, mais certainement pas l'histoire de mes filles. Le pire, avec les gens qui se croient stratèges, c'est qu'ils deviennent bavards dès qu'ils pensent avoir l'argent avec eux. Sophie n'était plus seulement imprudente. Elle commençait à se prendre pour une héroïne de série médiocre. Et ce genre de confiance laisse toujours des traces. Lucie m'a rappelé plus tard dans la soirée. Sa voix tremblait encore, mais derrière les larmes, je reconnaissais cette petite rigidité nouvelle, celle des gens gentils qui découvrent qu'on les prend pour des imbéciles. Papa, maman dit que si je reste avec elle, elle m'aidera pour l'appartement, pour le permis, pour tout. Elle dit que toi, tu n'as plus rien. J'ai regardé la vitre de ma chambre d'hôtel. Mon reflet avait la tête d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en 48 heures. Mais ma voix, elle, était tranquille. L'argent est très utile, Lucie. Ça permet surtout de révéler les gens avant même qu'ils aient appris à bien mentir. Elle a reniflé, puis elle a lâché une phrase qui a tout changé. Je peux enregistrer quand elle parle comme ça? Non. Je suis resté silencieux 1 seconde. Pas pour calculer, pour mesurer la tristesse de cette question. Une fille de 24 ans qui demande à son père si elle doit conserver des preuves contre sa propre mère. Voilà comment certaines familles finissent. Pas dans les cris, dans les procédures.
Ne provoque rien, ne piège rien, mais si elle se met à parler d'elle-même, tu gardes ce qu'elle dit. » Elle a soufflé un petit « D'accord. » Le lendemain, Delorme et une enquêtrice privée qu'il connaissait, Madame Perrin, ont commencé à travailler sur l'annonce de la maison. Perrin avait l'élégance sèche des femmes qui ne perdent pas de temps à paraître aimables. Elle s'habillait en beige, parlait en phrases courtes et traitait les escrocs conjugaux comme d'autres traitent les moisissures, avec méthode et sans émotion. En moins de 24 heures, elle nous a obtenu le mandat, confié à une agence de Tassin, signé par Sophie seule, avec une présentation volontairement floue de la situation matrimoniale. En clair, Madame essayait de vendre un bien commun comme on revend un grille-pain sur Internet. Delorme a déposé en urgence les actes nécessaires pour bloquer toute cession, puis il a adressé à l'agence un courrier dont la politesse masquait très mal la promesse d'un incendie judiciaire. Le directeur m'a appelé lui-même, presque tremblant. « Monsieur, nous n'avions pas tous les éléments. Nous allons retirer l'annonce immédiatement. » J'ai répondu « Excellente idée. J'aimais assez mon salon. J'aurais été contrarié de le découvrir vendu avec visite virtuelle. » Pendant ce temps, Claire faisait ce que Sophie n'avait jamais compris qu'elle savait faire. Observer sans parler, elle a commencé à m'envoyer des captures de messages familiaux, de WhatsApp, des notes vocales, des contradictions, un petit musée de la mauvaise foi maternelle. Dans un message adressé à ses 2 filles, Sophie écrivait « Votre père est parti parce qu'il ne supportait pas que je m'en sorte enfin. » Dans un autre, envoyé 1 heure plus tard à sa sœur, que Claire avait récupéré par un détour compliqué dont je n'ai pas demandé le détail, elle écrivait « Il a signé, il est dehors, maintenant il faut tenir jusqu'à la vente. » Ce n'était pas encore un aveu, mais c'était déjà le squelette du mensonge. Et puis Lucie a envoyé un fichier audio. 15 minutes. Cuisine en fond. Tintement de cuillère contre une tasse. La banalité française du drame domestique. Et la voix de Sophie, nette, presque joyeuse. Bien sûr que j'y pense depuis longtemps. On ne quitte pas 27 ans comme ça. J'ai préparé. J'ai attendu le bon moment. Avec l'héritage, j'aurai enfin la main. Sinon votre père ne lâchait rien. Puis, plus loin, cette phrase qui m'a glacé malgré moi. Il faut que vous compreniez. L'argent sert à tenir les enfants près de soi. Sinon, ils vont toujours vers le parent qui joue au gentil. J'ai réécouté ce passage 3 fois. Pas parce que je n'avais pas entendu. Parce que je voulais être sûr de ne pas ajouter à sa monstruosité naturelle. Delorme, lui, n'a eu besoin que d'une écoute. C'est excellent. Il a dit, avec ce ton professionnel, qui donne envie de lui rappeler qu'on parle quand même de votre vie. Puis il a ajouté « Pour le dossier, j'entends. Précision utile, même si un peu tardive. » Les jours suivants, Sophie a commencé à paniquer. Ça se voyait à la qualité déclinante de ses mensonges. Elle m'a envoyé un long mail où elle proposait soudain une séparation civilisée, évoquait des malentendus, des maladresses, et cette phrase sublime « Nous nous sommes tous les deux parfois mal compris dans la gestion des choses ». Formulation remarquable. On aurait dit qu'elle avait volé dans mon portefeuille pendant des années, par accident de syntaxe. Puis est arrivé le coup suivant, celui que je n'avais pas vu venir, une liasse de lettres adressées à moi, remise par le notaire, rédigée de la main d'Alain, à ouvrir seulement après sa succession, si certaines circonstances se confirmaient. Je me suis assis dans le bureau de Delorme pour les lire. Dehors, la circulation faisait son vacarme habituel, et à l'intérieur, le papier sentait légèrement la poussière et l'encre ancienne. Alain écrivait sans détour. Comme toujours, il me disait qu'il avait observé Sophie pendant des années, qu'il s'était eu faute de preuves suffisantes, qu'il avait longtemps hésité entre se mêler de ce qui ne le regardait pas et empêcher un naufrage annoncé. Puis il nommait enfin ce qu'il savait, une liaison ancienne, intermittente, mais réelle, entre Sophie et mon meilleur ami, Jérôme. Jérôme, avec qui j'avais partagé des week-ends, des repas, des réparations de chaudières et des bières trop chères sur des terrasses où l'on se plaint de tout, sauf de l'essentiel. Je suis resté immobile. La lettre tremblait à peine dans ma main. Ce qui est une forme de miracle, Alain joignait des copies de quelques éléments, vieux relevés, réservation d'hôtel, carte postale maladroite, et surtout une note écrite à part, plus courte, plus froide,
Il existe une forte probabilité que Lucie ne soit pas ta fille biologique. Je n'ai jamais voulu te détruire avec un doute. Mais si la guerre commence, tu dois savoir de quoi elle est capable. » J'ai relu la phrase jusqu'à ce que les mots perdent leur forme. Puis j'ai posé la lettre à plat, très doucement, comme si un geste brusque pouvait faire exploser ce qu'il restait de ma vie. Delorme m'observait sans parler. Pour une fois, il avait compris que le droit n'était plus la matière principale. J'ai pensé à Lucie enfant, à ses dessins tordus collés sur le frigo, à ses terreurs nocturnes, à sa façon de poser sa tête contre mon épaule pendant les trajets en voiture. Et j'ai senti le sol se dérober. Pas sous mes pieds, sous mes souvenirs. Puis j'ai entendu ma propre voix, étonnamment stable. Peu importe ce qu'un test pourrait dire. Je suis son père. Delorme a hoché la tête, sobrement, presque avec respect. Mais je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Pas encore. Parce qu'au même moment, mon téléphone vibrait avec un numéro américain. Denver, Colorado. L'entreprise qui m'avait contacté des semaines plus tôt pour un poste de direction venait de rappeler, et la femme au bout du fil m'a dit, presque gaiement, « We would like to make you an offer. » Comme si la vie, prise d'un humour noir très personnel, avait choisi cet instant précis pour entr'ouvrir une autre porte, juste avant que l'ancienne ne tente de m'écraser définitivement. J'ai accepté l'entretien final avec Denver le matin même où Sophie a décidé de me faire passer pour un danger public. Il fallait croire qu'elle tenait à donner une vraie cohérence dramatique à mon agenda. À 9 heures, une recruteuse américaine me parlait de leadership, de relocalisation et d'un package de bienvenue. À 11 heures, Delorme m'appelait pour m'annoncer que mon épouse venait de déposer une déclaration, affirmant qu'elle se sentait menacée par moi. J'ai regardé mon café, puis la fenêtre, puis mon café encore. Bien sûr. J'ai dit... L'étape logique après le faux divorce et la vente clandestine de la maison, c'était évidemment le mari terrifiant. Delorme n'a pas ri. C'était mauvais signe. Elle demande des mesures d'éloignement. Elle espère vous faire perdre du terrain dans la procédure. Sauf qu'elle n'a rien, et nous avons tout. Tout, ou presque. Parce qu'en matière de naufrage conjugal, le presque reste toujours un sport national. Nous avons préparé l'audience avec une précision de comptable vexé, mes relevés de déplacement, les vidéos de l'hôtel, les échanges de mails, les messages où Sophie me provoquait alors qu'elle prétendait me craindre, les dates des faux documents, l'annonce immobilière, les transferts à sa mère, la tentative sur la mutuelle, et surtout les enregistrements. Lucie hésitait encore à me les remettre tous. Non par doute, par chagrin. On pardonne parfois plus longtemps à sa mère qu'à la vérité. C'est humain, et assez fatigant. Claire, elle, ne tremblait plus. Elle avait cette colère froide qui ressemble à de la lucidité bien coiffée. La veille de l'audience, les deux sœurs sont venues me voir à l'hôtel, avec des viennoiseries trop chères d'une boulangerie bio près de la gare. Détail typiquement français. On apporte du beurre pour accompagner les catastrophes. Lucie a posé son téléphone sur la table et m'a dit « J'en ai un autre ». Sa voix était calme. Trop calme pour son âge. Elle avait enregistré leur mère sans préméditation. Ou disons, avec cette innocence nouvelle, qui sait très bien ce qu'elle fait. On entendait d'abord des portes de placard. Puis Sophie parlait à quelqu'un, probablement sa mère. Elle disait « Oui, j'ai pris de l'argent. Et alors, j'allais pas attendre qu'ils comprennent tout. Et pour les filles, il fallait bien sécuriser Lucie. Surtout si jamais l'histoire du père sort un jour. » Ma gorge s'est serrée. Pas à cause du mot argent, à cause du reste. Puis sa voix reprenait, plus nette encore. De toute façon, Marc n'aurait jamais dû apprendre pour Jérôme. Ça aurait dû rester gérable. Claire a coupé l'audio avant la fin. Lucie regardait la table. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu n'as rien fait de mal. Elle a enfin levé les yeux, plein de larmes, mais sans confusion. Je sais, papa. Le lendemain, au tribunal, Sophie est arrivée en tailleur sombre, avec l'expression étudiée, des gens qui ont répété la victime dans le miroir. Sauf qu'un rôle s'effondre vite quand les pièces du décor refusent de mentir. Delorme a laissé parler son avocate d'abord, puis il a sorti, dans l'ordre, les contradictions, les preuves d'absence de menace, les échanges où elle exigeait mon départ, les preuves financières, l'annonce de la maison, l'enregistrement sur les enfants, puis le second, celui qu'elle n'imaginait pas entendre résonner dans une salle d'audience.
Je n'ai pas regardé Sophie pendant la diffusion. J'ai regardé le visage du juge. C'était largement suffisant. Au bout de quelques minutes, son récit a commencé à se dissoudre comme un ticket de caisse sous la pluie. Sa demande a été rejetée, sévèrement, et l'avantage moral qu'elle croyait acheter s'est retourné contre elle. En sortant, Delorme m'a dit « Maintenant, elle va chercher à transiger. Quand les menteurs comprennent qu'ils ne contrôlent plus le récit, ils deviennent soudain partisans du dialogue. » Il avait raison. Le soir même, une proposition de règlement arrivait. Prudente, moins arrogante, presque humble. Un miracle administratif. Sauf que, entre-temps, j'avais reçu l'offre officielle de Denver. Salaire excellent, relocalisation prise en charge, nouveau poste, nouveau décor, nouvelle altitude, au sens propre comme au figuré. J'ai signé. Et pour la première fois depuis des mois, ce geste n'avait rien d'une défense. C'était un commencement. Puis Lucie m'a appelé tard, très tard, juste pour me dire une phrase. Quoi qu'un test dise un jour, tu restes mon père. Et là, dans cette chambre d'hôtel absurde, avec sa moquette triste et sa lampe jaune, j'ai compris que Sophie pouvait bien perdre son mariage, son dossier et son masque. Ce qu'elle venait surtout de perdre, c'était la seule chose qu'elle croyait posséder. Ses filles, et la suite allait lui coûter beaucoup plus cher qu'elle ne l'imaginait. La chute n'a pas été spectaculaire. Elle a été administrative, ce qui, en France comme ailleurs, est souvent bien plus humiliant. Après le rejet de sa plainte, Sophie a tenté une dernière série de manœuvres. Message larmoyant aux filles. Proposition bancale de médiation. Promesse de reconstruire une forme d'équilibre. Formulation fascinante chez quelqu'un qui avait passé des années à saboter le plancher. Sauf que cette fois, personne ne mordait. Claire ne répondait plus qu'en phrases courtes. Lucie ne répondait presque plus du tout. Et moi, j'avais Delorme, un dossier épais, comme un mauvais roman familial. Et soudain, une proposition d'accord, très différente de la farce du début. Les discussions ont duré plusieurs semaines, avec échange d'actes, annexes, relevés corrigés, évaluation du bien, audit discret de l'activité que Sophie croyait pouvoir me retirer avec le reste. C'est là qu'un autre détail est apparu. Une partie de l'argent transféré à sa mère avait servi à couvrir des dépenses liées à Jérôme. Déplacements, loyers ponctuels, aides diverses. Les adultères ont parfois une logistique de PME. Et j'avoue que découvrir que mon mariage finançait en sous-main la survie confortable de mon meilleur ami m'a donné envie de reconsidérer la noblesse du silence. Mais j'ai continué à faire ce que je faisais, désormais le mieux. Noter, transmettre, laisser les faits parler à ma place. Le test biologique. Je ne l'ai jamais demandé. Lucie me l'a proposé un soir, très sérieusement, dans un petit café près de Montplaisir, avec des chaises trop basses et un serveur qui appelait tout le monde « chef ». Je lui ai répondu « non », sans hésiter. Elle a commencé à pleurer, doucement. Pas de douleur cette fois. De soulagement. Je voulais juste que tu saches que je comprendrais. J'ai pris sa main et j'ai dit la seule vérité qui comptait. Je t'ai appris à faire du vélo. J'ai signé tes carnets. J'ai attendu devant les urgences. J'ai payé tes études. Et j'ai eu peur pour toi, toute ma vie. L'ADN peut aller se faire voir. Elle a ri à travers ses larmes, ce qui, chez nous, ressemblait déjà à une réparation. Au moment de conclure, Sophie n'avait plus beaucoup de cartes. Ses enregistrements l'avaient détruite. Ses transferts l'affaiblissaient. La tentative de vente de la maison l'avait discréditée, et sa fausse plainte avait fini d'achever sa crédibilité. L'accord final m'a laissé la maison, la structure de l'activité, et une part substantielle des fonds récupérés. Bien plus que ce qu'elle imaginait au premier jour quand elle m'avait ordonné de sortir de chez elle, comme une reine de pacotille dans sa cuisine. Elle a gardé une partie de la succession encadrée, sous contrôle, exactement comme Alain l'avait voulu, jusque dans son dernier trait d'humour posthume. Je crois que cet homme a réussi son plus beau coup après sa mort. Le déménagement pour le Colorado a eu lieu au début de l'automne. L'air était sec, le ciel immense, et les montagnes avaient cette indécence des paysages qui n'ont jamais entendu parler de vos problèmes. L'entreprise avait loué un appartement temporaire à Denver, moderne, trop propre, avec une machine à café compliquée et des baies vitrées partout. Claire m'a aidé à choisir les meubles à distance, comme si elle gérait une opération militaire.
Lucie est venue 2 semaines plus tard, avec 2 valises, une plante mourante et un humour nettement meilleur qu'au printemps. Elle a trouvé un programme qui lui plaisait, a commencé à reconstruire quelque chose de simple. Et parfois, le soir, on dînait tous les 3 en visio avec Claire, entre 2 fuseaux horaires et 3 accents différents, comme si notre famille avait été tordue. Oui, mais pas cassée. Sophie a essayé de reprendre contact plusieurs fois, avec des mails plus doux, plus vagues, presque raisonnables. Je n'ai pas répondu, pas par vengeance, par hygiène. Certaines portes ne claquent pas, elles se ferment proprement, et on change la serrure intérieure. Un dimanche matin, en montant un sentier au-dessus de Boulder, avec le vent froid et cette lumière nette qui donne envie de croire aux secondes vies, je me suis arrêté quelques minutes. Je n'avais plus de dossier à ouvrir, plus de capture à faire, plus de pièges à déjouer. Juste le bruit de mes pas. Un message de Claire qui demandait une recette de gratin, comme si c'était une urgence nationale. Et Lucie un peu plus bas sur le chemin qui me criait de l'attendre. Alors j'ai regardé le paysage et j'ai pensé à cette journée de pluie à Lyon, à ce coup de fil, à cette phrase absurde « Sors de ma maison ». Et j'ai presque souri, parce qu'au fond elle avait eu raison sur un point. Il fallait bien que je sorte, simplement, pas pour être détruit, pour être libre. J'avais perdu un mariage, un ami, plusieurs illusions et une certaine naïveté bourgeoise qui me faisait croire que la loyauté allait de soi. En échange, j'avais gardé mon nom, ma dignité, mes filles, et cette paix rare qui arrive quand on cesse enfin de défendre une vie déjà morte pour commencer à construire la suivante. It's time to evening, which means I need to ping the Discord for those who are not working. I hadn't thought, so in America it's Labor Day, so you guys aren't working, and it's also bank holiday in a lot of Europe, like mainland Europe as well, right? Is it just us who are working today and the Canadians, I guess? Baby boy, come on. Okay, there we go. Oh my god, the music is making me so morbidly depressed today, guys. I'm on the brink as it is, guys. I can't do this. It's gonna be May. I don't know what we're doing. I'm not really working I claim to be, but I'm actually just pottering around. That's the way to be. We need to get some more upbeat. I've definitely been chatting with our US contingent. I guess they're not very good at bank holidays, though, are they? Unless they're speaking to me on their day off. That sounds very American. They just have no work boundaries. I finished at 3 ways to get Pokemon cards. They sold out. No! Oh, shit. They always look genre switch. Yeah, well, I changed playlist, but we can have something a bit more upbeat now because we're not co-working. What's feel good morning mix? I hate all. I'm like back to hating all my music again. Sorry, just got a funny message. Okay. I hate all music currently. Put my dance playlist on? No. Can we listen to this new song that I'm obsessed with though? Just get our evening going. If we like want some dance music. Oh, then we can put some Mark with BA on because Soraya's here. I fear my boobs might pop out if I'm not careful while I'm dancing to this song though. So if you don't know what this is about, this is from this new Netflix film called Apex with Taron Egerton and Charlize Theron, and it's sick. Okay, so we need to hype ourselves up. Chemical Brothers, yeah, baby. It's just a really good scene in the film and the way it builds. I listened to this while I was working out this morning. Oh my god, that's gonna be nuts on the VOD. Okay, let's ping the disclosure. What are we gonna do? We should do a poll. Galvanize one of my favourite songs of Chemical Brothers. Seen them live. Have you, Bando? I watched half that movie 4 days ago and the other half 3 days ago. I can't watch films whole anymore, so help. Gnarly, do you want me to confess something? I've watched the first half of that film and I haven't watched the second half.
because I wasn't concentrating. I was working, to be fair. But yeah, I didn't pay any attention to it, so I had to stop and say I was going to go back to it. In Wales, sick. I turned it off during this song, really? Wait, as in you didn't like it, or as in you wanted to watch it the second half? Not because of the song, okay. I like the scene, though. The scene with the song is the best scene in the movie of what I saw. Right. Okay. Guys, everyone type in chat right now what you would like me to do this evening. There are a few options of what we can do. Movie shift into a plot I've seen. What kind of movies are you watching? What kind of film have you watched that's got that? Okay. Invade Cuba. Okay, that could be one of our options. So we can play Fortnite again if we would like some more Fortnite gameplay. I need to engage my brain. I'm sat here. What film is it? It's called Apex. It's Taron Egerton. Wait. I won't spoil it for you, actually. There's a scene that's like, I keep seeing on social media. I fancy him. Oh, Soraya, if you fancy him, look at him in this film. Oh, really gnarly. Okay. To be fair, I've talked about the plot of that film today, but oh, Cactus Whack. I need way more brain engagement than that. Look at him. Look at him. And he's got a fucking Aussie accent.